Je m'appelle Nebiat, mon prénom éthiopien. Ça veut dire la prophétie en amharique. Et ma maman, elle m'appelait Nebiat, Et moi, je répondais toujours Savat, Savat, Savat. Et elle comprenait pas pourquoi. Et je sais plus à qui elle a demandé, à quelqu'un qui nous suivait avec l'adoption. Ils lui ont dit, c'est qu'elle veut que vous changiez le prénom. C'est que elle veut plus que vous l'appeliez comme ça. Et du coup, ma grande sœur a pris un miroir et elle l'a mis comme ça devant moi et elle a dit, est-ce que tu veux qu'on t'appelle Ninlou ou est-ce que tu veux t'appeler Nebia? Et j'ai regardé le miroir et je fais Ninlou. Et du coup, mes parents ont changé mon prénom. Mais il est toujours en deuxième sur ma carte d'identité. C'est ma voix. Saison 2. Des portraits de jeunes bruxelloises et bruxellois qui nous partagent leur histoire de vie. Des parcours faits de doutes, de rencontres et d'espoirs retrouvés. Ou comment se relever, reprendre confiance, aller de l'avant et trouver sa place en 2025. Épisode 2. Ninlou. Je m'appelle Ninlou. J'ai 28 ans. Je suis arrivée en Belgique le 13 novembre 98 à 13h13 à l'aéroport de Zaventem. J'avais 2 ans et demi. C'est ma famille qui est venue me récupérer. Donc ma maman, mon papa, mes 2 sœurs et ma grand-mère. J'ai grandi dans un village qui s'appelle Villeroy, dans la région de Saint-Guilain, près de Mons. C'est un petit village de campagne où il n'y a pas grand-chose, juste des champs, des vaches. J'habitais dans une grande maison, il faisait bon vivre. Mais mes parents ont eu trois filles avant moi. Mais la plus grande habitait déjà ici à Bruxelles quand je suis arrivée. L'autre était aussi déjà adulte et il en restait plus qu'une où on n'avait que 5 ans d'écart. Et elle, j'étais super proche, on jouait au Barbie ensemble, on jouait à la danseuse. Même après, quand j'ai grandi et qu'elle était plus grande que moi, elle m'emmenait en soirée. Mes premières soirées, c'est avec elle. Première 15, c'est avec elle. Du coup, voilà. J'ai eu une enfance très heureuse, en général. Franchement, avec ma famille, c'était c'était trop bien. Mes parents, ils nous faisaient faire plein de choses. On allait toujours voir des spectacles, ils nous emmenaient dans des parcs d'attractions, en vacances. Enfin, tous les 5-6 mois, on faisait des fêtes de famille, tout ça. Enfin, c'était vraiment hyper joyeux. Enfin, moi, je me sentais libre et aimée. Je- Quand on me parlait de l'Éthiopie, c'était tabou pour moi. Je ne sais même pas expliquer pourquoi ça me faisait peur ou je voulais pas en parler. Enfin, c'était... Quand je suis arrivée, pendant 6-7 ans, j'ai fait des cauchemars toutes les nuits. Je dormais les yeux ouverts avec mes mains sur le visage. Et puis, je sais pas, c'est du jour au lendemain, j'ai accepté. Je sais pas. Genre, je pense que c'était vers 15-16 ans, j'ai mis mon prénom éthiopien sur Facebook en prénom. Et puis, je pense que de là, j'ai accepté. Enfin, j'ai grandi, peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin... Et puis ça a vraiment été 2020 qui a vraiment été décisif où à partir de là tout a dégringolé. En février, d'abord, j'ai été m'installer chez mon grand-père en février 2020 parce qu'il avait eu le Covid. Et du coup, il était en soins palliatifs. Et c'était soit aller en maison de repos, soit rester à la maison. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question qu'il aille en maison de repos parce qu'il voulait mourir chez lui. Et je savais très bien que s'il allait en maison de repos, il allait mourir une semaine après. Et je voulais pas. Du coup, j'ai été m'installer chez lui. Et en fait, il savait plus marcher. Il savait plus très bien manger. Il fallait tout lui mixer. Et il faisait que dormir. Je m'étais préparée à ce qu'il meure. Et du coup, un soir, je sais pas, ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'étais chez lui. Et un soir, je me sens vraiment pas bien. Et je vais dans sa chambre et je lui dis, ouais, papy,
j'ai peur que tu meures, mais tu sais, je t'aime. Tu sais, et je commence à lui expliquer des petites anecdotes de quand j'étais petite avec lui. Et puis le lendemain matin, je vais dans sa chambre et les yeux grands ouverts comme ça, il me dit j'ai faim, j'ai envie de manger des œufs. Et son état, il remontait comme ça d'un coup, il a recommencé à marcher et tout ça. Enfin, après, c'est peut-être un hasard ou quoi, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait, l'amour c'est puissant en fait. Quand tu montres à quelqu'un que tu tiens à lui ou quoi, enfin, c'est puissant. Mais pendant ce moment-là, ça a été Covid, c'était un peu dur pour moi. Puis une amie à moi qui m'a envoyé un Twitter d'une fille qui cherchait, elle, sa famille en Éthiopie. Et j'ai regardé dans les commentaires, il y avait une page Instagram qui était notifiée. Et je leur ai envoyé un message en leur disant, je sais pas pourquoi vous contacte, mais peut-être que vous savez m'aider, pour dire que j'ai été adoptée, je viens de tel orphelinat. On m'a dit que ma maman était décédée, que mon père est inconnu. C'est juste pour savoir si il serait possible d'avoir une photo d'elle. Enfin, si vous retrouvez une photo d'elle, juste pour savoir si je lui ressemblais. Et de là, directement, la page Instagram a répondu. Ils m'ont mis en contact sur WhatsApp avec un guide touristique là-bas qui parle super bien le français. Et lui, il m'a dit, envoie-moi des photos de ton dossier avec toutes les infos. Et il y avait beaucoup de choses qui sont écrites en amharique dedans. Moi, je le comprends pas. Et du coup, avec les infos que je lui ai envoyées, il m'a dit, ah, il y a le prénom de ta maman dans le dossier, elle s'appelle Amel. Et il y a le prénom de ton papa, il s'appelle Alemou. Et lui, avec ses recherches, 3-4 jours après, il m'a envoyé une photo de moi à l'orphelinat que j'avais jamais vue. Il m'a dit, est-ce que c'est toi la petite sur la photo? Moi, j'étais en mode, est-ce que c'est moi? Enfin, ça se fait bizarre de recevoir ça. Et puis, encore une semaine après, il m'a envoyé une photo de ma maman, biologique, en me disant, ça c'est la maman de la petite sur la photo, elle est en vie. J'avais tous ces éléments-là. Puis j'ai commencé à mettre sur des groupes Facebook. Et j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Tous les adoptés d'Éthiopie francophones, enfin de France et Belgique. Et je leur envoie une photo en disant, ça c'est ma maman, je viens de là, peut-être que vous le savez. Et un mois après, la page, elle me répond, et le premier message, c'est en grand, en anglais, 10 jours the mother, ça fait des années qu'elle te cherche. Et la page m'envoie une photo avec ma mère en disant, on l'a déjà rencontrée, tout ça, il faut que tu nous fasses une lettre et tout. Enfin, et c'est comme ça que ça a été fait. Enfin, ça a pris 9 mois, quoi. Enfin, et même sans que je cherche, enfin, chaque personne que j'ai contactée a été la bonne, quoi. C'est dingue, enfin, comme si c'était le moment. On m'avait dit qu'elle était décédée, et c'est ce qui était marqué dans mon dossier d'adoption, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents. Et quand j'ai retrouvé ma maman, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait 16 ans quand elle m'a eue, donc elle n'avait pas d'argent, elle n'était pas mariée avec mon papa, c'était super mal vu. Elle était toute seule, et du coup, il y a une amie à elle qui lui a dit, mets ta fille à l'orphelinat le temps que tu trouves un moyen de subvenir à ses besoins, quand même, au moins pendant ce temps-là, il la met à l'école, il lui donne à manger. Et puis quand elle est revenue 3 mois après pour avoir de mes nouvelles, tout ça, ils lui ont dit que j'étais décédée d'une intoxication alimentaire. Et en fait, j'étais partie en Belgique pour l'adoption. En me mettant sur les groupes Facebook, j'ai parlé avec des Éthiopiens et j'ai trouvé une Éthiopienne qui était dans le même orphelinat que moi. Et elle m'a dit aussi que quand elle était rentrée, quand elle avait été adoptée, elle aussi, elle est rentrée avec plein de blessures, des brûlures, même sur le pubis. Enfin, elle avait une peur bleue des hommes pendant des années. Et elle m'a dit, je sais pas ce qu'on nous a fait là-bas, mais ça devait pas être joyeux, quoi. Et je suis un peu entre la joie et la tristesse, quoi. Parce que je suis en mode, ah mon papy, mais j'ai peur qu'il meure. Et en même temps, j'ai retrouvé maman, mais ça me fait peur. Enfin, est-ce que c'est réel? Enfin. Puis en juillet de la même année, ma meilleure amie s'est suicidée. Depuis le mois de décembre, on était un peu en froid. Le dimanche, je lui envoie un message pour lui dire, vas-y, tu me manques, on arrête de se faire la gueule et tout ça. Et le mardi matin, j'apprends qu'elle est décédée. Et je perds ma meilleure amie. 22 ans, elle se tue. Enfin, pour moi, c'était vraiment la personne avec qui je me sentais le mieux. Mais on était aussi très chien et chat, c'est qu'on s'aimait autant qu'on se détestait. On pouvait se disputer plein de fois et tout, mais à chaque fois, on se reparlait, quoi. J'étais tous les week-ends chez elle, elle était tous les week-ends chez moi. Enfin, sa mère, on sortait avec elle et tout. Ma famille la connaît, elle venait aux fêtes de famille et tout. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses, en vrai, sa mort, que ça sert à rien d'avoir la haine sur les gens. Vraiment, quand c'est pour des conneries, ça sert vraiment à rien d'avoir la haine parce qu'on sait pas de quoi elle fait demain. Et en même temps, je me suis dit, j'étais contente de lui avoir fait ce message parce que, avant qu'elle parte, au moins, elle a su que j'avais plus de haine contre elle et que je voulais juste qu'on se réconcilie, quoi. Et en octobre 2020, c'est mon grand-père qui décède.
Au final, il est resté en vie 9 mois, du coup, trop bien. Je suis super heureuse d'être restée les 9 derniers mois avec lui. Je suis même restée avec lui jusqu'au moment que les pompes funèbres arrivent. J'étais là, je lui tenais la main et tout. Enfin... Et puis c'est vraiment quand les pompes funèbres, ils l'ont mis dans le sac, que là, je me suis dit, ah ouais. C'était la goutte qui avait débordé le vase, quoi. Et puis après ça, j'ai un ami à moi qui vient, parce que mon grand-père est décédé, il vient dormir chez mon grand-père. Et je lui dis, t'as de la kétamine? Il me dit, ouais, je dis, passe. Et puis ça s'est s'ensuit jusque juillet 2021, où là, c'était pratiquement tous les jours. J'avais une bande de potes où ça prenait beaucoup, du coup, je restais toujours avec eux, j'étais malheureuse, on était tous malheureux, en fait. Je me disais, pourquoi je fais ça? Mais en même temps, j'avais pas de but, je me retrouvais là-dedans, enfin, c'est parti trop loin, enfin... Quand j'ai fait mon overdose, moi, c'est seulement le lendemain que je me suis rendu compte que je l'avais faite. J'ai failli mourir, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. Mais aujourd'hui, la drogue, c'est fini. Je peux plus. Ça me dégoûte même. Même l'odeur, juste... Ah non, ça me dégoûte, je peux plus. Et surtout, la chose aussi, c'est que j'ai repris l'école en 2022, des études d'aide-soignante. Et du coup, ça m'a remis un rythme dans ma vie. Et c'est ça aussi qui m'a fait arrêter la drogue et de me dire maintenant, j'ai un but. Mais ça va pas durer trop longtemps, parce que juste 2022, j'ai fait cette année d'aide-soignante. Et quelques mois après, j'avais plus envie. Je sais pas pourquoi je devais aller en stage et j'arrivais plus à y aller. Tout ça, avec mes parents, ça allait pas parce que ils me disaient, t'as tel âge, t'as encore rien, pas de diplôme, pas de permis, t'as pas ton appartement et tout ça. Et moi, j'étais dans un mal-être. Je leur disais, mais moi, je suis pas bien. Enfin, vous croyez que je vais bien et tout, mais je vais pas bien parce qu'avec tout ce qui s'était passé depuis 2020 et tout, enfin, mais moi, j'étais pas bien. Et c'est en mars 2023 que là, j'ai pris, après une énième dispute avec mes parents, je suis partie, j'ai pris ma valise, j'avais pas d'argent, rien du tout. J'ai le copain de ma sœur qui m'a dit, tu peux venir chez moi à Bruxelles, je vais t'aider à faire un CV, à commencer ta vie ici, et on verra. Et je suis venue à Bruxelles le 8 mars 2023, je suis jamais repartie. Et lui, il m'a fait connaître une ASBL à Uccle qui s'appelle Warned, retraité pas périmé. Et le 20 mars 2023, j'ai été pour la première fois là. Et ça a directement bien matché avec la coordinatrice de la SBL, tout ça. Et c'est une SBL pour les plus de 65 ans, justement, où on les accueille dans un jardin. Et le 30 mars, j'ai commencé ma première journée en tant que bénévole là-bas. Et là, ça fait 2 ans que j'y suis. C'est, ça aussi, ça m'a beaucoup ouvert les portes, cette ASBL. Parce que Sophie, vraiment, elle m'a vraiment prise sous son aile. Et du coup, la SBL m'a prêté le lieu. Enfin, j'ai pu vivre là pour que je puisse faire mes papiers, avoir mon CPAS, tout ça. Enfin, vraiment hyper reconnaissante envers cette femme. Et le 24 juin, j'ai eu mon premier sou du CPAS. Et c'est aussi le jour-là que j'ai rencontré mon copain. Et du coup, vraiment, c'était vraiment le début d'une nouvelle vie, quoi. Enfin, je me disais, ouais, j'ai fait le bon choix de venir ici. Et puis, septembre, bam, c'est la descente pour moi parce que tout s'arrête. Enfin, pas tout s'arrête, mais je suis en mode, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, dans quoi je veux travailler? Est-ce que je veux reprendre une formation? Enfin, j'étais un peu perdue, quoi. Enfin, je savais plus trop quoi faire. Et du coup, j'ai une amie qui a fait Artwork en février l'année dernière. Et elle m'en a parlé. Elle me dit, il faudrait trop que tu fasses ça, tu verras, ça va te faire du bien, etc. Et je me rappelle que le premier jour, j'ai détesté. J'aime pas parler devant les gens, j'étais hyper timide, je connaissais pas le groupe et on nous avait demandé de faire une impro et tout ça. Et moi, j'étais en mode, je fais pas ça. Enfin, quoi, j'avais tellement peur et tout. Enfin... Puis j'ai fait le micro ouvert avec Karen.
Et on était assis comme ici, avec le micro, avec le casque. J'entendais ma voix dedans et m'a juste posé des questions. Hein. Comment ça allait, comment ça se passait les premières semaines. Et ça, après ça m'a requinqué, mais je suis sortie de là. J'étais trop bien et tout. Je sais pas, juste le fait d'être comme ça, d'avoir entendu ma voix, enfin, le cadre déjà était apaisant. Et je sais pas, juste peut-être d'avoir su déposer des mots, d'avoir parlé. Enfin. Et puis ça m'a aussi montré que les gens, il existait encore des gens gentils et hyper bienveillants. Mais c'est vrai, ça te booste l'estime, il remonte d'office. Et quand je me vois aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une petite fille, celle là-bas. Enfin, j'ai l'impression que je suis plus la même personne. J'avais un objectif en tête, c'était de reprendre des études d'aide-soignante. Mais au final, je ne l'ai pas fait parce que j'ai envie d'être dans la vie active, j'ai envie de pouvoir me projeter, de pouvoir me prendre mon appartement, enfin d'être bien. Et en fait, au mois de novembre, j'ai demandé au CPAS qui me trouve du boulot, donc un contrat. Du coup, elle m'a dit, contactez vous-même la maison de repos. Et puis de là, quand j'ai eu l'entretien, ils m'ont dit, maintenant, on va te contacter pour signer le contrat. Et normalement, tu commencerais le 17 février en aide logistique. Donc vraiment, c'est vraiment le métier pour moi, quoi, tout ce que je voulais. Et je suis fière de moi parce que avant, à chaque fois, je disais que c'était de la chance. Chaque fois, je me disais, ouais, c'est de la chance. Mais en fait, je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter de te dire ça. Nilou, c'est pas de la chance, c'est toi qui l'as provoqué, la chance. Donc, je suis fière de moi. Enfin, vraiment, je suis trop contente, je suis trop heureuse quand je me dis, le 8 mars 2023, je suis arrivée, j'avais rien. Et là, on va être le 8 mars 2025 et la boucle est bouclée, quoi. Donc, je suis trop contente. Je sens que tout commence. Là, je me suis dit, dans un an, je pense que je vais passer le pas et aller en Éthiopie voir ma maman. Ça me stresse un peu parce qu'au final, je me dis, je la connais pas, quoi. Enfin, et du coup, et même mon pays, je le connais pas. Enfin, c'est vraiment tout inconnu pour moi. Du coup, ça me fait quand même peur. 29 ans après, mère-fils, enfin, c'est ouf, quoi. Enfin. C'est ma voix est un podcast d'Art to Work réalisé par Babel Fish. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour plus d'infos, rendez-vous sur arttowork.be.